Je souhaite vous présenter en fait l'itinéraire d'une personne TDAH. Alors on a eu l'occasion de voir un ensemble de signes dont vous ne serez pas surpris, mais je souhaiterais déjà mettre en avant un paradoxe qui est le fait que le TDAH est extrêmement fréquent, mais qu'il est très tardivement diagnostiqué. Alors les études sont assez variables selon qu'on se tourne vers les études françaises, vers certaines études suisses, et ça me permet de saluer nos amis suisses, québécois et belges, concernant le TDAH, puisque effectivement on estime que selon les études, on est entre 4 à 8% des enfants et environ 4% des adultes qui auraient un TDAH. Alors, si on compte 4%, et ce qui me paraît être vraiment la fourchette basse, de 68 millions de Français, donc ça nous fait l'agglomération de Paris plus l'agglomération de Lyon. Voilà, 2 700 000 personnes. Alors, la plupart des enfants deviennent des personnes TDAH. C'est dire que les débuts, les troubles vont se poursuivre. Le diagnostic est également tardif, puisque la moyenne, selon les études, est d'environ 5 ans pour les enfants, et pour les adultes, il est globalement de 17 ans, plus ou moins 14. Mais ça cache de grandes disparités, puisque certains adultes ont la chance d'être diagnostiqués à 20 ans, donc ils font baisser la moyenne, et j'ai le souvenir d'une dame de 71 ans à Thionville à qui j'ai diagnostiqué un TDAH. Donc, et certaines personnes sont décédées sans même savoir qu'elles avaient un TDAH. Alors, je souhaite donc vous montrer l'impact que peut avoir dans une vie, parce qu'on a parlé des femmes, on a parlé des enfants, on parle des adolescents, mais moi c'est la personne elle-même dont je vais vous parler, c'est-à-dire son début, sa vie, avec l'impact que peut avoir le TDAH et l'ensemble de ces symptômes qui vous ont déjà été présentés, mais également l'impact des comorbidités. Donc tout ça, ça va être un parcours qui va être extrêmement complexe. Alors, dans un premier temps, déjà, l'hyperactivité motrice va être particulièrement marquée chez les enfants. C'est-à-dire qu'on va avoir des enfants qui vont être, comme on dit, des enfants bougeons, qui vont courir partout, qui vont escalader, qui vont être absolument intenables en classe, et qui vont avoir droit à une collection de critiques de la part des enseignants. Par la suite, pour les adolescents, à partir de l'adolescence et à l'âge adulte, il va y avoir une intériorisation du fait d'une maturité du lobe frontal, qui va permettre de limiter cette hyperactivité motrice et qui va se limiter à des manifestations très limitées au niveau des doigts ou éventuellement des mouvements saccadés au niveau des membres inférieurs. Mais toujours est-il qu'il va rester une tension interne que ressentira la personne. Alors là, ce sont des bulletins scolaires. J'ai pris un peu le best-of des bulletins scolaires. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est... alors on va dire que là c'est Benoît, même si ce n'est pas le prénom, vit dans son monde, donc rêveur. Là en fait on a les critères des DSM-5. C'est facile, voilà, ils y sont tous. Il en faut 6 pour que ce soit validé. Donc voilà, donc on a les retards, les difficultés de gestion du temps des personnes TDAH, beaucoup trop tête en l'air. Il faut travailler de façon plus méthodique, c'est-à-dire mieux t'organiser. Il faut soigner vos travaux, effectivement. Les enfants bâclent leurs devoirs, ils écrivent mal.
Alors, le terrible, vous pouvez mieux faire en vous donnant la peine, mais il se donne déjà la peine. Il se donne déjà la peine, il n'y arrive pas. Trop de travail, trop de dispersion, et puis les sympathiques ensemble catastrophiques, élèves agités, gênant pour la classe, ne fait rien sauf s'agiter. Bon, donc certaines personnes ont l'impression de recopier leur propre bulletin scolaire. L'impulsivité et l'hyperactivité psychique vont avoir un impact dans le parcours de vie d'une personne, puisque alors environ 25 à 50% des enfants, selon les études, ont des troubles du sommeil, et ce qui va péjorer les capacités cognitives, les capacités d'adaptation des enfants. Pour les adultes, l'adulte a la chance, gagne la liberté de pouvoir procrastiner pour aller se coucher, ce qui fait dire au docteur Vincent au Canada que les patients TDAH ont besoin de mettre un réveil pour aller se coucher. Parce qu'effectivement, très souvent, ils se disent à 10h du soir, bon, j'ai une réunion importante à 8h demain, il faut que je me lève tôt. Bon, puis à 11h, ils disent quand même, je vais aller me coucher. À minuit, ils se disent, bon, vraiment, il faut que j'y aille. Et à 3h du matin, ils sont en train de chercher, comme je dis, si les pingouins portent des tongs sur leur téléphone. Donc, et le lendemain matin, les choses deviennent compliquées. Donc, l'impulsivité, c'est aussi un symptôme du TDAH qui va entraîner une difficulté à moduler de façon diplomatique les choses, à dire les choses de façon très spontanée, d'autant que les troubles attentionnels font que la personne a peur de perdre la bonne idée qu'elle a et fait le choix d'interrompre tout le monde, ce qui, à l'âge adulte et au niveau professionnel, est relativement mal vécu, et donc il parle de façon passionnée, parfois avec une petite note qui peut ressembler à de l'agressivité, mais qui n'en est pas. Mais tout cela a un impact au niveau de la vie sociale et professionnelle, en dehors du fait qu'il y a une certaine tendance aux accès de colère, ou en tout cas à des choses qui sont socialement mal comprises. Parce que si on admet que, on va dire, 5% de la population est TDAH, j'ai envie de dire, 95% des personnes sont non TDAH, donc ils ne comprennent pas. Voilà. Donc on va avoir des troubles de l'attention avec, pour l'enfant, des impacts qui vont être qui vont commencer à être problématiques, puisque l'enfant va oublier, l'enseignant va lui dire « Pensez bien à amener exceptionnellement le livre voilà, lundi prochain ». Voilà, c'est fini, ça n'existe plus. Qui va oublier sa trousse, qui va laisser son cartable partir dans le bus, ce genre de choses. Bon. Alors on peut imaginer que, pour les adultes, les responsabilités augmentant, les enjeux devenant plus importants, c'est déjà embêtant d'oublier son cartable. Par contre, oublier son ordinateur professionnel dans un TGV, c'est plus difficile. Donc là encore, le fait d'avoir des difficultés relationnelles et attentionnelles vont avoir un impact. Alors, cette liste pourrait être beaucoup plus longue, mais la question de la gestion du temps chez les personnes TDAH est extrêmement importante. Alors je vais faire un petit clin d'œil aux anglo-saxons et à nos amis suisses. Ce qui est important de dire, c'est que les personnes qui ont un TDAH font du coping, c'est-à-dire trouvent des moyens de compenser leurs difficultés. Si bien que quand, normalement, un TDAH est toujours en retard. Donc, voilà, on lui dit, voilà, vous êtes à 30 minutes, donc il part 30 minutes avant le rendez-vous. Certaines personnes sont même à même de partir à l'heure où elles ont leur rendez-vous. Voilà. Donc, ce qui ne les empêche pas d'avoir un HPI pour autant.
Donc, ça, c'est la question de la gestion du temps. Inversement, le coping et la capacité de récupération, de réparation de la personne TDAH va faire que, inversement, certains TDAH vont arriver 45 minutes avant. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas être en retard. Mais on a cette dimension-là. On a également cette dimension pour les personnes qui sont TDAH, qui ont des difficultés à planifier et à ranger chez elles, et qui, quand elles font un coping inverse, ont un sens de l'ordre qui est du niveau militaire ou pompier. C'est-à-dire vraiment, rien ne dépasse. Donc, quand on voit ces personnes-là, si elles vous disent « non, non, je suis toujours à l'heure et je suis parfaitement rangé », ça peut être l'inverse du fond général qui est « oui, mais spontanément, comment ça serait ?» Alors, il y a une chose qui est particulière, c'est que, autant en psychiatrie, la plupart des diagnostics sont apparentés à des insultes, autant les diagnostics du TDAH ressemblent à des défauts, à tel point que dans certains cas, on est obligé de prévenir les patients quand on s'apprête à dérouler le DSM-5 pour dire « je vais vous demander des choses, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas ça ressemble à des défauts, mais ça n'en sont pas. » Voilà, c'est quelque chose d'important. Donc on retrouve dans les difficultés organisationnelles l'impact des troubles du sommeil et donc la difficulté donc, à gérer le temps. Les personnes ont également des réactions impulsives, passionnées, donc on verra tout à l'heure pourquoi. Et puis parfois des réactions impulsives où elles envoient leur démission en sortant du travail parce que quelque chose ne va pas. Donc au niveau des difficultés relationnelles, on en parlera, mais ça aussi, ça va compter dans le parcours de vie d'une personne. Le TDAH est également associé, et ça c'est quelque chose de grave, qui est le fait que l'impulsivité, l'impatience du TDAH fait qu'ils vont avoir une surreprésentation au niveau de l'accidentologie et particulièrement au niveau routier, à tel point que de nombreuses études montrent qu'il y a 2 à 3 fois plus de risques de décès chez les personnes TDAH. Donc là, on parle de vie ou de mort. La surmortalité TDAH par accident se retrouve principalement chez les femmes, plus souvent, semble-t-il, dans cette étude, du fait d'un risque plus élevé de passage à l'acte suicidaire. Les comportements, l'impulsivité, parce que tout ça, si vous voulez, ce n'est pas une liste à la Prévert, c'est un ensemble d'éléments qui viennent se répondre les uns les autres. Et que quand vous êtes un peu impatient, un peu impulsif, et que vous avez du mal à vous retenir de dire des choses en n'ayant pas conscience du danger, c'est-à-dire que si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un qui, a priori, est un petit peu violent, il peut y avoir une augmentation des risques de RICS, et également plus de passage à l'acte au niveau des violations de la loi, à tel point que, selon les études, 25 à 40% des détenus ont un TDAH. Alors, on a parlé de tout ce qui était négatif chez le TDAH. Déjà, beaucoup de TDAH ont la chance, notamment pour leur coping, d'avoir un HPI ou de ne pas en être loin, et ce qui fait que ça les aide malheureusement, là pour le coup, malheureusement, à être sous-diagnostiqués, puisque du coup ça ne se voit pas. Donc, le TDAH est quelqu'un d'extrêmement créatif. C'est quelqu'un de visionnaire. C'est-à-dire que si vous avez un iPhone dans votre poche, c'est parce qu'un TDAH a eu l'idée de le créer. Je ne vise personne. Ils sont capables,
d'être hyper focus, c'est-à-dire vraiment de se centrer sur une tâche qui les intéresse, parce que si ça ne les intéresse pas, il n'y a plus personne. Et ils sont capables de penser différemment. J'ai le souvenir, je pense notamment à quelqu'un qui était ingénieur dans de la robotique et il y avait une liste de 150 tests à faire. Donc pour un TDAH, pour un obsessionnel, c'est pas un problème. Pour un TDAH, au bout du 5e item, bon, ça le saoule. Ça, c'est une phrase. Ça me saoule, c'est une phrase TDAH. Il se dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver d'autre comme solution? Et il cherche la solution qui n'existait pas dans le listing, mais qui est celle qui marche. Voilà. Donc, ils ont cette grande inventivité. Ils ont une qualité qui est un défaut, qui peut leur poser problème, qui est qu'ils sont de grands idéalistes. Ils sont très loyaux avec de grandes valeurs morales et notamment la justice. Donc quand ils seront dans des situations professionnelles où ils seront amenés à être confrontés à des situations injustes qui sont en opposition avec leurs valeurs, ça risque d'être compliqué, et souvent c'est compliqué. Ils ont également, donc on parlait d'empathie, c'est-à-dire d'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'ils souffrent, et là on commence à se rapprocher un petit peu de la dépression, c'est-à-dire que vous voyez qu'en fait tout s'entremêle, et que globalement rien n'est isolé, c'est-à-dire que ce n'est pas des box où tout est isolé. Donc voilà quand même ce qu'il en est pour le TDAH. Donc déjà ça fait beaucoup à porter, et maintenant on va rajouter les comorbidités. Alors les comorbidités, selon les études, sont entre 50 à 90% des enfants qui ont au moins une comorbidité, mais 50% en ont au moins deux, et 75 à 85% des adultes ont une comorbidité. Et ce que nous allons voir, c'est que autant les enfants sont vus par les services de santé comme étant l'enfant terrible de la classe, dont il faut résoudre le problème et puis qu'il faut qu'il fasse des efforts, autant l'adulte, lui, vient pour autre chose. Donc là, nous allons changer de focus. C'est-à-dire, aujourd'hui, alors donc là, pour les enfants, les troubles 10, donc je n'ai pas besoin de vous dire l'importance de la prévalence des troubles de l'apprentissage. Pour ce qui est des TSA, il y a certaines écoles de pensée actuellement dans la recherche qui envisagent qu'il puisse y avoir en fait une sorte de continuum entre les TSA et le TDAH, et qui ferait que finalement faire une distinction entre les deux serait peut-être une formule comme une autre, mais qu'il pourrait y avoir ce continuum. Toujours est-il que là, ça nous fait un élément complémentaire qui va venir compliquer pour notre patient qui vit son enfance le diagnostic. Alors, dans les comorbidités de l'enfance, on a donc les troubles anxieux dépressifs, les troubles oppositionnels, et on a donc tout ce qui est dysrégulation émotionnelle. Ça, c'est vraiment un maître mot. Dysrégulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'un patient m'expliquait que quand il est un petit peu énervé, quand il est bien, c'est couleur verte, tout va bien, il est un petit peu tendu, c'est jaune, et dès qu'il est un peu contrarié, rouge, il y a du sang partout. C'est-à-dire qu'il y a il y a une grande difficulté à moduler les signes émotionnels, et ce qui favorise, là encore, on a un retour vers l'impulsivité et le socialement acceptable pour les non-TDAH. Alors, les comorbidités dans l'adolescence, donc ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreuses études montrent que le TDAH fait partie des troubles les plus importants, des troubles psychiatriques dans l'adolescence.
l'adolescence est une période particulièrement joyeuse et sereine, et en plus de ça, on va rajouter des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Et là apparaît, j'ai envie de dire, le début du problème, qui est les troubles, les conduites addictives. Alors là, on commence à être vraiment dans le nœud du problème, là où l'itinéraire d'une personne commence à risquer d'aller vers du négatif. Donc mes collègues vous en parleront davantage tout à l'heure. Et puis également, le TDAH a un manque de discernement au niveau des risques, de danger, donc plus l'impulsivité, plus l'impatience. Donc, en plus de ça, on peut avoir des infractions répétées, des mises en danger, et on retrouve encore les risques de décès plus importants chez les TDAH. Je vous fais juste une parenthèse. En Australie, pour l'année 2018-2019, le coût social, tout compris, du TDAH, c'est-à-dire comorbidité, accidentologie, des personnes qui décèdent bêtement à 20 ans d'un accident de la route, tout ça, ça avait un coût en Australie de 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars. Voilà, alors le TDAH adulte, donc on a nos 85% de comorbidité, on a les troubles addictifs qui sont extrêmement fréquents, les troubles anxieux, et puis également, pourquoi j'ai pas mes carrés là, donc la dépression et les troubles de personnalité, et je mets borderline +++, parce que selon certaines études, il y aurait des facteurs de risque qui seraient proches entre le TDAH et le trouble borderline, puisque la maltraitance physique, psychologique, sexuelle ou la négligence émotionnelle sont des facteurs de risque du TDAH et du trouble borderline. Donc là, je me réfère au fait que 30% des personnes borderline ont un TDAH et que pour certaines études, 30% des personnes TDAH ont un trouble borderline. Ça se retrouve après dans la clinique. Alors, pour ce qui est, je regarde le temps, alors, pour ce qui est des comorbidités, là, je vais vous demander de changer de focus. On est la journée du TDAH, on parle du TDAH depuis ce matin, donc tout le monde pense au TDAH, donc on a ça à l'esprit. En pratique, les choses sont différentes pour les adultes, puisque les adultes, on ne les voit pas. Alors, certains, effectivement, viennent parce que quand ils ont rempli le questionnaire de leur enfant, disent « mais bah oui, j'avais ça quand j'étais enfant, ah bah ça oui, ah bah ça oui », et en fait ils se rendent compte qu'ils ont un TDAH. Donc ils consultent en disant « bonjour docteur, je voudrais confirmation que j'ai un TDAH ». En pratique, la plupart des personnes viennent sans savoir même ce que c'est qu'un TDAH. Elles arrivent, et donc là on peut avoir le schéma d'une femme qui aurait entre 20 et 40 ou 45 ans, et qui vous dit « voilà, je vous consulte parce que je suis dépressive ». Puis je suis un petit peu anxieuse. Bon, donc on est cette fois-ci dans une comorbidité, on n'imagine pas le TDAH. Et puis si on cherche un petit peu, elle va nous dire que si on cherche, mais là il faut vraiment chercher, elle va nous dire oui c'est vrai que quand j'étais ado j'avais un petit peu des troubles de conduite alimentaire, c'est vrai que je faisais un petit peu de crise de boulimie. Bon. Elle consomme du café, bon voilà. Bon, si elle a un peu confiance, et c'est pas évident, elle va nous avouer qu'au niveau alcool, si elle n'a pas son verre de vin le soir, elle se sent pas très très bien. Comme elle est dépressive et qu'elle casse un peu les pieds à tout le monde, du coup, ça se passe pas bien avec son mari, ça se passe pas bien au travail, bref, elle n'est pas motivée. Donc, si on ne pense pas à envisager un TDAH pour cette personne, parce qu'elle est en train de se tripoter les cheveux, parce qu'elle est un petit peu nerveuse, etc., on ne va pas penser. Donc là, c'est justement le message
quand les professionnels de santé voient une personne anxieuse et dépressive, posez-vous la question, sachant que presque la moitié des personnes TDAH ont ce type de comorbidité. Alors là, je me tourne vers mes collègues qui en parleront, mes collègues addictologues qui en parleront bien mieux. Mais concernant les comorbidités, là encore, alors là, on va partir sur un homme qui est un peu casse-pied, un peu impulsif, qui met le souk dans un service, qui consomme de l'alcool, qui a des consommations de cannabis, qui est un petit peu dépressif, qui a des problèmes d'alcool, des problèmes de désocialisation, qui est un peu seul dans la vie. Et si on ne pense pas au TDAH, on va traiter quelqu'un dont on pense que le seul problème, c'est le problème de l'alcool. Donc là encore, c'est des choses auxquelles il faut penser. Alors, donc là, si on fait le bilan d'une jeunesse TDAH, c'est enfant terrible, enfant catastrophique, pose problème, fait des efforts, voilà, et où on peut avoir un échec scolaire professionnel qui peut être extrêmement important. Donc, quand on a des personnes qui ont un HPI, ce qui est assez fréquemment retrouvé chez les personnes TDAH, on va se retrouver avec quelqu'un qui va être ingénieur, à avoir 15 idées en tête et à faire énormément de choses et à réussir à dépasser ses difficultés TDAH. Mais inversement, si la personne a vraiment eu des difficultés, et notamment au niveau parental, puisqu'il y a une chose qui doit être mentionnée, c'est que le TDAH est un facteur de risque de maltraitance physique. Et ils sont souvent plus battus que les autres, d'autant que souvent ils déçoivent leurs parents, parce que vous imaginez une soirée quand on reçoit un compte-rendu, arrête de bavarder, fais des efforts, tu bâcles ton travail, tu perturbes la classe, trimestre catastrophique. Vous imaginez la soirée que peut passer l'enfant. Donc au niveau de l'estime de soi, on va dire que déjà les patients, quand on leur annonce je pense que vous avez un TDAH, souvent c'est un soulagement pour eux, parce que tout d'un coup, le sentiment étrange d'avoir une vie plus compliquée que les autres trouve sa réponse. Et comme on dit, le TDAH n'est pas une excuse, c'est une explication. Donc très souvent, et en plus c'est associé à un sentiment de faible qualité de vie, avec un risque suicidaire qui est beaucoup plus important. Alors le parcours de l'adulte, c'est quand on est dans une évolution extrêmement négative, on est dans des risques de passage à l'acte beaucoup plus violents, avec une surreprésentation au niveau de l'accidentalité et puis également au niveau judiciaire, des difficultés professionnelles, des risques de désocialisation, d'autant que les personnes ont un petit peu, ça c'est leur petit côté un peu TSA, ils ont un petit peu du mal à rentrer en contact avec les autres, et puis également plus souvent des divorces, et une vie sentimentale plus compliquée. Il y a un autre point dans une étude qui montre que ils sont plus souvent en conflit avec leur famille. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait un parcours qui associe donc des débuts d'addiction, des difficultés professionnelles, des difficultés familiales, donc un petit peu tout ce qu'on a pu voir. Donc là, je vous ai fait le méandre des difficultés, et encore, j'ai eu pitié pour vos yeux, j'ai fait le méandre des difficultés d'une personne TDAH qui en plus ne sait pas qu'elle a un TDAH. C'est-à-dire, elle a des difficultés scolaires, on lui dit mais t'es qu'un affreux jojo, t'as qu'à te concentrer, t'as qu'à arrêter de bouger, t'as qu'à, fais des efforts.
Donc ça entraîne une baisse de l'estime de soi. La baisse de l'estime de soi ne va pas améliorer les performances scolaires. Donc si on rajoute une partie des comorbidités, une partie de la symptomatologie, j'ai envie de dire bon courage. Donc certains ont effectivement un HPI et font qu'ils arrivent à dépasser ça, mais certains se retrouvent effectivement en grande difficulté. Donc le rôle d'un soignant, c'est d'être le plus tôt possible à l'écoute des difficultés de ces personnes, j'ai pas envie de dire patients, à l'écoute de ces personnes et de pouvoir leur donner la réponse, dire voilà pourquoi vous vous sentez différent, voilà pourquoi votre vie est si difficile. Donc l'alcool, on a d'autres moyens que l'alcool ou que les produits illicites pour vous aider à aller mieux. Donc le rôle du soignant, c'est justement d'aider la personne à s'épanouir et à aller vers le meilleur. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, merci pour cette présentation. Depuis ce matin, il n'a pas été abordé tout ce qui était la gestion de la frustration et peut-être la toute-puissance qui est issue de l'hyper-angoisse. Alors, la gestion de la frustration rentre plus dans le cadre général de l'impulsivité, mais on peut également aussi rajouter dans l'ensemble, dans le méandre que je vous précisais tout à l'heure, le fait que tous ces éléments-là se nourrissent et se multiplient les uns les autres, et ce qui fait qu'un enfant qui manque de confiance en lui et à qui on renvoie systématiquement une image négative va avoir une tendance plus marquée à être agressif et en plus une impulsivité plus importante. Je pourrais rajouter aussi cette notion d'hyper-réactivité des émotions, hein, une intensité dans le ressenti des émotions qui est bien supérieure à la moyenne. Et quand on combine ça avec de l'impulsivité du comportement, c'est sûr que la réaction à un conflit, à une frustration, est extrêmement difficile à gérer. Hein, et si je pouvais avoir un conseil pour tous les aidants qui peuvent ressentir des difficultés vis-à-vis de certains patients de l'entourage, c'est de pouvoir choisir la temporalité où on dit les choses. C'est-à-dire que lors d'une frustration, on constate que le patient ou que la personne qui souffre d'un TDAH n'est pas en mesure d'entendre ce qu'on lui dit, puisqu'il est dans ce magma émotionnel. Là, on n'est plus du tout dans les considérations cognitives normales à ce moment-là. Hein, on est un volcan en éruption, avec cette toute-puissance et puis cette explosion impossible d'entendre, impossible d'accepter l'observation de l'autre. Donc dans ces moments-là, moi ce que je conseille aux aidants, c'est de dire ok, on s'arrête, on fait une pause et on en reparlera plus tard. Hein, quand justement l'éruption volcanique sera passée. Parce que sinon en fait la communication elle n'est plus efficace, elle ne fonctionne pas. Mais et ça rajoute de la frustration. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, très souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que du fait de l'hypersensibilité et puis aussi du vécu extrêmement difficile, puisque là, on parle de la même personne, très souvent, une phrase qui peut avoir une connotation neutre de la part d'un proche ou d'un enseignant peut être vécue de façon extrêmement douloureuse par quelqu'un qui a un côté extrêmement animal blessé et qui peut réagir de façon alors presque persécutoire où ça peut être mal compris. Moi j'avais une question par rapport aux addictions. Vous avez énoncé l'addiction à l'alcool et au cannabis. Effectivement, les aidants et les soignants vont avoir un rôle pour nous soutenir dans ce combat-là, mais faut-il vraiment arrêter l'usage de l'alcool et l'usage du cannabis qu'on a
peut-être. Alors, Tout dépend. Alors concernant l'addiction, ce que je vous propose, c'est d'être en fait en accord avec ce qui avait été entendu avec mes consoeurs addictologues, c'est que vous puissiez venir nous présenter des cas et justement on pourra parler de la question des addictions et en fait répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez avoir. D'accord, merci. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est surtout un immense merci, Dr Braille, vraiment immense merci, et une révélation. J'avais jamais entendu parler du copying inverse, et donc comme je l'explique au Dr Marchand tout à l'heure, moi j'ai une famille, alors j'ai mes 2 enfants, mon conjoint, mais je me rends compte aussi que j'ai mes 2 parents qui sont TDAH et HPI. Et moi, je gérais tout ce monde-là avec beaucoup d'épuisement, etc. Mais en fait, voilà, je suis dans l'hyper-contrôle et du coup, je suis parfaitement ordonnée et parfaitement... Et j'avais depuis ce matin, je me disais, mais il y a plein de trucs, ça me ressemble, mais je ne peux pas être TDAH puisque c'est moi qui gère tout le monde. Oui, en fait, oui, tout à fait. Et effectivement, très souvent, quand on fait le diagnostic d'une personne qui a par exemple 35 ou 40 ans, très souvent, alors bon, moi je suis plus amené à voir des adultes, mais très souvent quand on fait le diagnostic d'une personne adulte, elle nous regarde et elle dit « mais j'ai l'impression que vous êtes en train de parler de ma fille, et mon fils c'est pareil, et mon père est comme ça ». Voilà, et en fait très souvent, du fait d'une forte irritabilité, très souvent on a un diagnostic, souvent on en fait 3 ou 4. Voilà. Je laisse peut-être la parole à... Non, on va peut-être laisser la parole aux collègues et puis on terminera après. D'accord. Bon. Voilà. Donc bonjour à tous, j'espère que vous n'avez pas tous un trouble attentionnel vu l'heure avancée de la journée. Donc nous on est du service d'addictologie du CHD Vendée, donc Dr Brice et Dr Moria. Et donc on a choisi de vous présenter 2 situations cliniques avec des patients TDAH qui ont un trouble de l'usage pour illustrer un petit peu tout ce qui a été vu jusqu'à présent. Donc je vais vous présenter un cas clinique, donc pour anonymiser, on l'appellera Francis. Donc Francis, il a été diagnostiqué TDAH il y a environ 5 ans. Donc il a actuellement 36 ans dans le sud de la France. On n'a pas vraiment de compte-rendu de cette période. On sait qu'il a été mis sous Ritaline à ce moment-là. Et puis, c'était une période où il avait une vie un petit peu de baroudeur. Il faisait des saisons. Il bougeait un petit peu partout. Il a été diagnostiqué, puis suivi dans différents endroits. Et donc, actuellement, il a 36 ans. Et je le rencontre à l'occasion de son hospitalisation en service d'addictologie pour sevrage court séjour. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rendu aux urgences dans une demande d'aide au sevrage cocaïne et Ritaline qui s'injectaient. Il a passé d'abord quelques jours en médecine post-urgence devant un abcès dentaire qui a été traité, etc. Et donc, c'est un patient qui a pour antécédent des conséquences de ces injections, plusieurs septicémies. Il a également fait une méningite, une hépatite C qui a été traitée il y a quelques années. Et puis plusieurs hospitalisations en psychiatrie de 2020 à 2022 pour divers motifs, donc agitation, des demandes de sevrage et aussi plusieurs hospitalisations pour des idées suicidaires. Donc si on prend un petit peu le contexte de vie de Francis, il a une histoire de vie traumatique. Il a quitté le domicile parental à 13 ans avec des violences au domicile et également des viols répétés. C'est un patient qui dit qu'il s'est toujours senti différent des autres. Sa mère, elle l'appelait la chose, le taré. Donc ensuite, il a une vie de vagabondage. Il a une période un peu plus stable où il a 2 filles, mais qu'il voit maintenant peu, qui sont dans une autre région. Et puis là, récemment, il s'est fait quitter par sa dernière compagne. Il ne travaillait pas, il vivait chez elle, donc il se retrouve sans logement. Finalement, bon, elle accepte de le loger quelque temps. Mais dans ce contexte-là, il majore ses consommations, donc des consommations qui étaient déjà anciennes et massives. C'est un patient qui a pu consommer de l'héroïne, qui est sous traitement substitutif sous méthadone, qui consomme également du cannabis, et là qui a majoré ses consommations de cocaïne et par injection, donc des consommations massives jusqu'à 5 grammes par jour.
et des consommations de Ritaline qui s'injectent en fait, lorsque la cocaïne n'est pas disponible. Et en fait, ce patient, il dit bien, quand il a été diagnostiqué finalement à 31 ans, donc assez tardivement, il dit bien qu'il a utilisé la cocaïne pour calmer ses symptômes, notamment sa grande agitation psychique, son hyperactivité motrice. Et quand il n'a pas de cocaïne de disponible, parce que au bout d'un moment ça coûte cher et puis c'est pas toujours disponible, et c'est dans ces moments-là qu'il s'est injecté la Ritaline pour retrouver des effets finalement thérapeutiques. Et finalement, quand on prend le mécanisme d'action du méthylphénidate par rapport à la cocaïne, il y a des similitudes, notamment au niveau du circuit de récompense et de la dopamine. Le méthylphénidate, il a un profil mixte d'inhibiteur de la recapture de la dopamine à faible dose et libérateur de dopamine à plus forte dose. Donc le patient, il dit bien, en fait, avec la cocaïne, c'est là que j'arrive à être normal, j'arrive à être comme tout le monde. Et puis, donc initialement, il consomme cette cocaïne, puis il a une dépendance à l'injection, vraiment au rituel de s'injecter. Ce rituel-là de s'injecter quelque chose, ça l'aide en fait à faire baisser sa tension psychique. Et c'est comme ça qu'il commence à se dire, bah tiens, je vais m'injecter ma Ritaline. Il arrive finalement à avoir l'impression que la Ritaline Péros, elle est moins efficace, qu'il a besoin de doses croissantes. Il a une tolérance de plus importante et donc il consomme jusqu'à 160 mg de Ritaline intraveineuse. Il peut dire aussi que cette injection, c'est un moyen pour lui de se faire du mal. Il a l'impression d'avoir fait du mal aux gens toute sa vie, aux gens qui comptent pour lui. Et il dit lui-même qu'il se sent nuisible. Il dit « je suis nuisible ». Et donc il a besoin de se faire du mal par cette injection. Donc finalement, quelqu'un qui est très en souffrance, qui se sent débordé par ses émotions. Il dit « je ne me gère plus », ça part dans tous les sens. Il se questionne vraiment sur sa capacité à avoir un comportement adapté, à mener une vie en société. Il se sent toujours en décalage. Dans ce contexte-là, il a eu plusieurs fois des idées suicidaires importantes scénarisées. Il dit bien « les idées vont à 100 à l'heure, le corps ne s'arrête jamais ». Dans le service d'addictologie, c'est un patient qui est compliqué. C'est un patient qui est en sevrage de cocaïne, donc avec une recrudescence de son agitation psychique, agitation motrice. C'est un patient qui fait les 100 pas dans le couloir, qui marche partout tout le temps, qui défait sa valise, qui sollicite l'équipe à de multiples reprises avec de multiples demandes, et notamment des demandes d'augmentation du traitement par Ritaline. Donc il est vraiment en difficulté avec le cadre de l'hospitalisation, ce qui fait que dans un premier temps, il se sent encore plus en décalage et il a encore plus l'impression d'être différent des autres, parce que même quand il est dans un service avec d'autres patients addicts, il sent encore qu'il est différent. Et puis c'est un patient qui se dit métaboliseur rapide, et c'est comme ça qu'il justifie d'avoir besoin de plus de méthylphénidate. Mais finalement, le méthylphénidate, il n'y a pas de variabilité génétique comme on peut avoir avec l'histochrome P450 par exemple, puisque c'est une carboxylestérase. Donc il n'y a pas vraiment de métaboliseur lent ou métaboliseur rapide. Mais par contre, il y a un effet de premier passage hépatique. Donc finalement, on tient bon, on maintient son dosage à 80 mg par jour. Donc comme je vous l'ai dit, il est frustré par nos réponses, il fait sa valise plusieurs fois pour partir, dans un comportement très impulsif, donc là un magma émotionnel. Donc on le laisse faire sa valise, puis finalement on arrive à redébriefer les choses avec lui, et finalement il reste dans le service, donc il remet ses affaires dans l'armoire, et puis ça se passe bien pendant 1 heure ou 2, puis c'est un peu comme ça pendant plusieurs jours. Et puis il finit par nous dire que le cadre hospitalier, ça lui permet de se contenir finalement, d'apaiser ses tensions psychiques, mais toujours dans ce besoin de tester le cadre en permanence. Et puis en plus de son craving en cocaïne, de sa diminution de dose de Ritaline, il a aussi un craving. Alors craving, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'envie impérieuse quand on est addict à quelque chose, donc un craving, un besoin de s'injecter, donc pour se faire du mal, avec des scarifications pendant qu'il est hospitalisé dans le service. Et puis ensuite, on lui proposera aussi de s'injecter avec du matériel propre
donc dans un but de réduction des risques, donc avec des seringues propres et du sérum physiologique. Et donc finalement, il part du service plus rapidement que prévu parce qu'il fait une décharge septique, donc il a beaucoup de température. Finalement, son abcès dentaire n'avait pas été traité par les bons antibiotiques et donc on le transfère rapidement de nouveau en médecine, où là, il est correctement traité de son abcès dentaire. Et puis, une fois le traitement terminé, donc il aura passé 9 jours en addicto et puis 1 semaine ou 10 jours en médecine. Et de là, il sort et il retourne vivre finalement chez sa grand-mère qui accepte de l'héberger quelque temps. Finalement, si on fait le bilan de son hospitalisation en addictologie, bon, bien que ça ait été très compliqué, ce patient, il a quand même été sevré en cocaïne. Initialement, on avait eu des doutes sur des consommations pendant l'hospitalisation, mais en tout cas, ensuite, en la suite de l'hospitalisation et en médecine, il n'y a pas eu de consommation. Et puis, il a pu reprendre des doses de Ritaline, des consommations de Ritaline per os, donc plus d'injections, et à des doses normales, entre guillemets. Et puis, bien qu'il soit sorti précipitamment du service, il a quand même pu faire des demandes pour des soins plus longs. Il s'est vite rendu compte qu'une semaine, 10 jours d'hospitalisation en addicto, ça ne serait pas suffisant pour régler tous les problèmes. Donc, il a fait un dossier pour une post-cure et un projet d'hébergement. Et il a ensuite été suivi par l'équipe mobile de précarité addiction. Et donc finalement, les dernières nouvelles de ce patient, c'est qu'il a maintenu son abstinence cocaïne et il consomme plus de Ritaline sous forme intraveineuse. Il continue à se faire des injections de sérum physiologique et également des scarifications. Et puis il maintient son projet de soins, son projet de post-cure. Voilà, puis il a également diminué ses consommations de cannabis et de tabac. Et donc finalement, le message important de ce cas clinique, c'est qu'on voit bien la complexité de ces parcours chez des patients qui sont diagnostiqués tardivement. Donc l'exemple de ce patient qui a eu recours à des substances finalement de façon qu'on pourrait dire d'automédication, qui a eu recours à ces produits en intraveineux et qui finalement, lorsqu'il a été diagnostiqué TDAH et qu'on lui a proposé un traitement par Ritaline, en fait, très rapidement, c'est un traitement qui s'est injecté parce qu'il avait déjà ces pratiques d'injection et aussi cette dépendance, cette habitude du geste. Et puis, finalement, ça illustre bien l'intrication du TDAH et des addictions, notamment les facteurs de risque communs, l'environnement carencé, l'environnement défaillant. Il y a aussi des perturbations du circuit dopaminergique de la récompense dans ces deux pathologies. Et puis, l'addiction comme automédication pour gérer ces symptômes-là. Et puis également certaines caractéristiques du TDAH qui sont plus favorables au comportement un peu addictif, comme justement l'impulsivité, la difficulté à s'ennuyer, en fait, un besoin de sensation. Et donc pour le cas de la cocaïne, il y a certaines études qui montrent que 20% des adultes TDAH ont eu ou ont déjà eu un usage de cocaïne. Donc voilà, l'addiction elle est également plus précoce et de moins bon pronostic quand il y a un TDAH. Donc le message est vraiment que la porte d'entrée est très souvent l'addiction. Et face à une addiction, on devrait rechercher de façon plus approfondie les patients potentiellement TDAH en fait. Donc je vais laisser la place à ma collègue, le docteur Moria, qui va vous présenter un deuxième cas. Je me permets juste de rebondir sur ce cas clinique, puisqu'il est très impressionnant.
Hein. Ce n'est pas un cas clinique de tous les jours. Il faut le préciser quand même, parce qu'il n'y a pas que des professionnels de santé dans la salle. Donc là, on est bien sur un cas qui est sévère. D'ailleurs, je me souviens qu'on avait échangé ensemble sur ce patient, puisqu'il était très compliqué au vu de l'évolution de la maladie et de toute l'intrication des comorbidités qui se sont associées à ce tableau. Donc oui, là, il faut noter effectivement qu'il y a aussi l'aspect traumatique, la carence en plus, qui vient se surajouter, qui vient potentialiser déjà des symptômes en lien avec le TDAH, qui vient compliquer la prise en charge, puisque les symptômes, on peut penser que les symptômes sont encore plus sévères que pour un TDAH simple. Oui, tout à fait. C'est l'illustration un petit peu extrême des différentes comorbidités. Mais effectivement, c'est un patient particulier, un cas assez sévère, mais voilà, qui représente bien l'intrication de toutes ces comorbidités. Et puis l'infléchissement de la trajectoire de vie avec la consommation des produits dans ce contexte de diagnostic tardif de TDAH. Oui, et puis aussi ce que je souhaiterais mentionner, c'est le fait que là on est typiquement, sans avoir vu le patient, mais qu'on est très probablement dans un trouble de personnalité qui semble borderline, donc qui partage des troubles, qui partage des facteurs de risque en lien également avec le TDAH. Donc on est dans une situation un peu particulière, et certaines études aussi concernant la question du mésusage du méthylphénidate. De nombreuses études montrent qu'en fait le mésusage du méthylphénidate serait de l'ordre de 0,5% de la consommation. Donc vraiment pour les soignants qui font une prescription de méthylphénidate, c'est très compliqué. Pour les patients, parce que là, je fais juste une petite parenthèse, c'est-à-dire que pour un patient qui a traversé un parcours compliqué de TDAH, après, on lui dit, maintenant, il faut trouver un psychiatre qui connaît le TDAH. Voilà, et ça, c'est effectivement compliqué. Et j'ai une pensée particulière pour un patient de Saint-Étienne qui m'expliquait que c'était pour lui tellement compliqué de trouver du méthylphénidate, qu'il se retrouvait à recommencer le cannabis, parce que c'est plus facile de trouver du cannabis que de trouver du méthylphénidate. Voilà. Et tout dernier commentaire, et je trouvais ça très très intéressant, parce que pour la pratique quotidienne, le commentaire qu'a fait ce patient, Francis, sur la cocaïne est extrêmement révélateur. Il dit je prends la cocaïne pour me sentir normal. Donc, alors je ne sais pas quelle est la prévalence du TDAH dans cette salle, probablement plus que la moyenne, mais en tout cas, c'est une information qui est très intéressante à prendre en considération dans nos évaluations, puisque on peut demander quels sont les effets des produits sur le patient. Et un patient qui nous dit, en soirée, quand je prends de la cocaïne avec mes copains, tout le monde est à fond, pump it up, parle vite, etc. Moi, ça me pose. J'ai les idées claires. J'arrive à patienter. Déjà, ça vous donne des informations extrêmement intéressantes pour la suite du diagnostic. Voilà. Merci. Donc, je vais vous présenter une autre situation qui va plus illustrer la phase pré-diagnostique, puisque j'ai été amenée à rencontrer un monsieur de 55 ans, donc avec tout un parcours de vie durant lequel il n'avait jamais entendu parler de TDAH. Ce monsieur, il m'a été adressé donc en consultation hospitalière d'addictologie par le service de médecine infectieuse du même hôpital, au CHD, qui le recevait pour avoir un traitement préventif du VIH dans le cadre de pratiques sexuelles à haut risque. Et dans le contexte de cette consultation, donc pour avoir ce traitement préventif du VIH, il avait été dépisté des pratiques de chemsex, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels sous l'emprise de produits. C'est donc des pratiques planifiées, organisées. D'ailleurs, c'est pour ça que ce monsieur voulait ne pas contracter le VIH pendant ces périodes-là. Et du coup, le médecin infectiologue avait repéré qu'il utilisait de la 3-MMC. Je détaillerai un petit peu plus ce que c'est après.
Et puis me l'adressait parce qu'il semblait présenter, elle avait un doute sur une dépendance à ce produit-là, et puis pour évaluer l'addiction sexuelle chez ce monsieur. Ce monsieur, il n'avait pas tellement d'antécédents addictologiques. Là, c'est une histoire récente, sa pratique du chemsex et de l'utilisation de 3 MMC dans ce contexte-là, qu'il s'injectait également. Ça faisait moins d'1 an que ça durait, mais très rapidement, il décrit une accroche importante à ce produit. Il est rentré très vite dans les pratiques d'injection à 54 ans, donc ce qui est vraiment pas banal quand on n'a pas tout un parcours d'initiation. Et très rapidement, des mises en danger. Il a eu d'autres infections sexuellement transmissibles que le VIH. Il s'est abîmé les veines, fait des plaies infectées. Il a mélangé des produits, ce qui a occasionné des hallucinations. Et des fois, il sent qu'il s'est mis en danger dans des rapports sexuels multiples. Mais quelque chose de très récent dans sa vie, et pas de gros antécédents psychiatriques non plus, me dit-il. Par contre, on note très vite que ce monsieur, il a un gros syndrome dépressif quand il se présente, et il a même des idéations suicidaires qui contrastent avec le fait qu'il présente le chemsex comme quelque chose de festif et de sympathique, mais pour lui, il y a un isolement quand même social et familial très important et une précarité financière importante. Alors, je le reçois en contexte de Covid. Ce monsieur, c'était hiver 2020-2021. Il avait une activité d'entrepreneur. Alors, il était couturier itinérant sur les festivals de rock, où il vendait des vêtements de spectacle sur mesure pour les fans. Donc son activité était interrompue. Bon, voilà, c'était un emploi un peu particulier. Et du coup, j'essaye de mieux comprendre ce contexte quand même de précarisation financière, là, avec cette activité professionnelle, son isolement social et familial. Et là, on déroule le parcours de vie agité et chaotique. Il m'explique qu'il a toujours été un enfant turbulent et en conflit avec sa fratrie. Il est le deuxième d'une fratrie de 4. Il a toujours eu des conflits à l'école, autant avec les autres enfants qu'avec les enseignants. Il a une scolarité chaotique avec plusieurs interruptions au collège, puis en apprentissage. Puis il a finalement réussi à faire plusieurs formations. Il a quand même eu un diplôme d'état de diététicien qu'il a passé vers 25 ans. Puis il s'est formé à être coach sportif. Puis il a monté son entreprise de coaching sportif. Puis il a laissé tomber. Il a fait plusieurs petits emplois de vendeur, genre McDo, tout ça. Et puis, il y a une dizaine d'années, il a eu une passion pour la couture. Du coup, il a monté il s'est formé, il a été employé, et puis il a décidé de monter donc cette fameuse entreprise de couturier itinérant dans le domaine du spectacle. Et puis là, en contexte Covid, il était en train d'essayer de retrouver des finances en faisant de l'import-export de voitures de luxe d'occasion, donc import de voitures américaines, des limousines américaines. J'étais là, waouh. Bon, donc effectivement, stratégie de coping, peut-être HPI. Il a quelques phrases vraiment marquées. Hein. Enfant, moi j'étais à 200 à l'heure. De toute façon, j'étais sur une autre planète par rapport aux autres. Et puis, à chaque fois qu'il expliquait ses changements d'emploi, c'était j'ai vite fait le tour. Bon, on voit très vite l'impulsivité qui est marquée déjà dans ses réactions en consultation. Mais pourquoi vous me demandez ça alors bon. Et puis, tout au long de son histoire, donc, les décisions de changer d'emploi, mais notamment aussi des choses qui ont fortement impacté, et j'ai mieux compris donc les éléments dépressifs liés à l'isolement, parce que, par exemple, ce monsieur a une vie de couple hétérosexuel dans un premier temps, dont il a eu 3 enfants, rapprochés, qui avaient une vingtaine d'années. Il avait divorcé quand ils étaient en bas âge, et puis le jugement de divorce ne lui a accordé qu'un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Ça ne l'a pas satisfait, donc il a préféré couper les ponts avec ses enfants, que ça ne servait à rien de les éduquer dans ce contexte-là. Il n'a plus jamais eu de nouvelles de ses enfants depuis 20 ans, presque 20 ans. Pareil, il y a 5 ans, à l'occasion du décès de son père, il s'est frité avec ses 2 frères cadets et il a décidé de plus jamais leur reparler.
Et pareil, l'année dernière, alors que sa mère le critiquait un petit peu dans ses projets professionnels et puis rechignait à l'aider financièrement en contexte Covid, il a décidé de plus jamais lui parler. Donc c'est un monsieur finalement très isolé. Et puis aussi dans cette fameuse histoire professionnelle, il a fallu plusieurs consultations pour que je comprenne un petit peu tout ça. Et d'une consultation à l'autre, à un mois d'écart, il pouvait dire qu'il attendait la saison d'été 2022 pour s'assurer que le Covid allait permettre la réouverture de tous les festivals. Et puis le mois suivant, je lui demande, alors, vous avez des nouvelles que vous attendiez, l'organisateur de tel festival et bien non, j'ai laissé tomber la couture. Je me suis inscrit en CAP de mécanique automobile, ça sera beaucoup mieux pour réparer les voitures que j'importe. Puis de toute façon, j'en ai marre de la couture. Donc tout ça, ça collait pas très bien avec la présentation clinique du syndrome dépressif, qui pourtant était authentique, avec des idéations suicidaires marquées. Et puis, même tendance vouloir des fois à surutiliser la 3-MMC en disant, après tout, si je me trompe de dose et que je meurs, c'est pas grave. Cliniquement, en consultation, il était d'ailleurs, il n'est pas du tout la présentation habituelle de quelqu'un de déprimé. Ce grand monsieur de 55 ans, et très élégant, ne tenait littéralement pas en place. Il décroisait, recroisait les jambes toutes les 30 secondes, il tapotait sur le bureau dès que je parlais plus de 30 secondes d'affilée, avec toutes les mimiques qui vont avec. Et en fait, ça, il avait en plus une grande sensibilité, il percevait très bien que j'étais perturbée par sa gestuelle. Il m'a dit, vous êtes comme toutes les autres personnes que j'ai toujours rencontrées, je sais, je les agace. Bon, il me donnait quand même plein de clés, mais effectivement, chez un homme de 55 ans, que je suspectais, que j'étais avec mon angle addiction à la 3-MMC, qui est donc un nouveau produit de synthèse dérivé des amphétamines, que nous, addictologues, nous ne connaissons pas non plus très très bien. Je voyais aussi qu'il y avait aussi un mésusage de l'alcool, je voyais qu'il y avait cette addiction sexuelle. Il canalisait aussi une partie de son hyperactivité par la pratique sportive, stratégie de coping, il était devenu coach sportif et lui-même il faisait très attention à sa forme physique, mais du coup il faisait du sport tous les jours. Entre l'âge, les stratégies de coping et les comorbidités addictives avec la dépression, j'y étais pas du tout. Cependant, en fait, déjà en étant mis sous antidépresseur, il s'est apaisé et a pu quand même un peu plus verbaliser ce qu'il ressentait avec la 3-MMC. Et là, j'ai commencé un petit peu plus à faire tilt. Parce qu'effectivement, moi j'étais dans une addiction au sexe et les pratiques de chemsex, elles sont quand même, elles peuvent être un petit peu extrêmes, on ne les connaît pas très bien, mais il a pu bien dire que la 3-MMC, c'était surtout pour lui quelque chose d'apaisant et d'anxiolytique, que l'effet perdurait 2-3 jours chez lui, pas seulement pendant qu'il avait des pratiques sexuelles. Parce qu'en fait, ce psychostimulant, donc c'est, je vous dis, un dérivé des amphétamines, qu'on appelle les catinones, et dont le chef de file est améphédrone, pour ceux qui connaissent un peu, c'est fait pour doper, à la fois pour ne pas être fatigué, mais c'est également un dopant sexuel, ça augmente le désir, ça augmente le plaisir sexuel, ça augmente l'endurance sexuelle, c'est pour ça que c'était pris dans ce contexte-là, par tout un tas d'autres personnes qui ne sont pas TDAH, mais lui, en fait, ça l'apaisait, ça le calmait. L'effet durait plusieurs jours, alors que les autres personnes qui prennent ça le temps où ils veulent avoir, ils appellent ça leur session de rapport sexuel, mais après, il y a une descente très pénible, comme pour la cocaïne. Donc voilà, la descente, c'est quelque chose de désagréable, d'anxiogène, avec insomnie. Et lui,
comme l'autre, ça le rendait normal, il pouvait mieux dormir, il pouvait s'apaiser, il pouvait se concentrer sur ses projets professionnels. Et en fait, c'est suite à ça qu'il est devenu dépendant à ce produit, puisqu'en fait, il avait envie de se le réinjecter en dehors de tout contexte sexuel. Et effectivement, au début où je le prenais en charge, il l'utilisait 2-3 fois par semaine. Et c'est ça qui l'inquiétait, c'est qu'il sortait de ce contexte de chemsex pour l'utiliser dans d'autres contextes. Donc j'ai été amenée à me dire, mais nous connaissions déjà un petit peu le lien entre cocaïne et TDAH, et ce nouveau produit là étant un analogue de la cocaïne, je me dis, mais est-ce que c'est pas un TDAH? Et puis avec cette agitation devant moi et cette impulsivité, je me suis un peu renseignée sur est-ce on pouvait se permettre de poser ce diagnostic à 55 ans. J'ai commencé à savoir que c'était fort possible. J'ai entendu ce matin qu'on pouvait le poser à 100 ans. On n'en est pas encore là. Et du coup, n'y connaissant rien, on a passé ensemble en fait l'auto-questionnaire ASRS. Et en fait, il a coché toutes les cases. Enfin, il y a une petite gradation, mais c'était très évocateur. Du coup, j'ai toqué à la porte de nos référents, donc j'ai toqué à la porte de votre service, professeur Sauvaget, donc je l'ai adressé au CHU de Nantes. Il a été vu par votre jeune confrère, Dr Schreck, voilà, qui a pu effectivement confirmer le diagnostic. Il a aidé aussi à faire ce que moi, addictologue, je ne sais pas bien faire, éliminer un trouble de la personnalité. Parce que dans ma question d'adressage, c'était TDAH ou personnalité borderline. L'ancienneté des troubles me permettait de dire que c'était bien en amont des conduites addictives, bien en amont du trouble de l'humeur présenté là. Mais je me posais des questions sur une personnalité borderline. Et en fait, voilà, ça a pu être confirmé. Les tests neuropsychologiques l'ont confirmé. Alors malheureusement, je n'ai pas la suite. Mais bon, je sais que le diagnostic est confirmé. Donc, c'est une illustration concrète qu'effectivement, on peut bien faire un diagnostic à 55 ans. Je veux juste dire ce que je sais pour ce monsieur, c'est que il y a eu cet effet. Alors, je ne sais plus qui le disait ce matin, mais je crois que c'est vous. C'est soulagement. Enfin voilà, c'est le diagnostic est thérapeutique. Et c'est la lecture de sa vie. La compréhension, même si un monsieur qui finalement n'avait pas beaucoup trop de questionnements sur pourquoi je suis comme ça, et de remise en question. En tout cas, au premier contact, il était quand même assez défensif dans sa posture, mais finalement, le fait de savoir, de comprendre, et il y a eu cet effet soulageant quand même impressionnant. Voilà. Merci. Juste pour rajouter que là, on vous a présenté 2 cas cliniques avec des consommations de 3-MMC, c'est un peu particulier, de cocaïne. Mais ce qu'on retrouve le plus fréquemment, ça reste les consommations alcool et cannabis, vraiment à visée sédative et anxiolytique. Donc sur des cas cliniques peut-être moins trash que ce qu'on a pu présenter là. J'ai oublié effectivement de préciser que chez ce monsieur qui à un moment a fortement espacé ses consommations de 3-MMC parce que on se détachait vraiment de la notion d'addiction sexuelle. Il a eu une période, alors souvent assez brève, et enfin, qui a été brève dans le temps, mais qui s'est enclenchée très rapidement, de consommation importante d'alcool. Et en fait, c'est des choses qu'il avait pu déjà faire par le passé, mais qu'il essayait vraiment de contrôler. Et il a pu dérouler par la suite le fait qu'il avait des consommations d'alcool à visée anxiolytique et juste calmante pour se concentrer, pour se poser. Et effectivement, c'est un trouble plus classique, mais hautement fréquent. Ouais. Mais c'est vrai. Alors, merci à vous pour votre présentation. Et effectivement, il était difficilement envisageable de faire une journée TDAH adulte sans avoir des consoeurs addictologues. Alors, effectivement, on a pu voir, grâce à l'ensemble des cas qui ont été présentés, la complexité des tableaux qui vont effectivement de situations avec une très grande souffrance
pour des patients qui sont dans une conduite addictive très importante, avec des pathologies qui sont extrêmement, enfin avec des troubles de personnalité qui sont extrêmement marqués, une désocialisation qui est très marquée. Et puis, on va dire de façon médiane, très souvent, des personnes qui peuvent se retrouver comme étant en ayant eu une enfance un petit peu perturbée, comme étant l'enfant terrible, un petit peu le pitre de l'école, pour citer certains bulletins que j'ai pu voir. Une activité salariée, ou en tout cas professionnelle, qui est tout à fait dans la norme. C'est d'ailleurs même un facteur de retard. L'activité salariée est même un facteur de retard des diagnostics. Une normalité au prix d'un effort considérable. Et puis finalement, des patients qui peuvent être en difficulté. Et quand vous parliez du sentiment d'être différent, moi j'ai souvenir d'une patiente qui me disait j'ai l'impression de ne pas être née à la bonne époque, et un autre qui me disait j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Et ça, pratiquement, c'est presque la question où les patients, quand on leur pose la question, ils disent oui, j'ai l'impression de ne pas fonctionner comme tout le monde. Et en fait, très souvent, ce sont des personnes qui ont une présentation complètement typique, mais on peut énormément les aider quand elles arrivent avec une comorbidité, en disant voilà, je fais un petit peu n'importe quoi avec des produits de synthèse ou avec de l'alcool. Donc je pense que là on a réussi à présenter un ensemble d'éventails de cas cliniques. Alors je ne sais pas si là il y a des questions, s'il reste encore des questions. Donc, Bonjour. J'ai une question par rapport à des adultes TDAH qui auraient été diagnostiqués enfants et qui auraient bénéficié du méthylène-phénidate enfant, ados, etc. Quand ils arrivent à l'âge adulte, première question, est-ce que c'est toujours efficace? Et deuxième question, est-ce que c'est remboursé par la Sécu pour les adultes? Alors, pour ce qui est de l'effet, alors concernant la prise en charge, donc là, on va faire une réponse adaptée à la France, puisque les choses sont un petit peu différentes, notamment en Suisse, et je pense également au Canada. Il y a deux parties qui sont importantes dans la prise en charge du TDAH, qui est effectivement la présence de psychostimulants. Donc malheureusement en France, on est assez limité puisqu'on a globalement le méthylphénidate et que les amphétamines sont en discussion. Il y a des produits non psychostimulants, et surtout, en premier chef, il y a une éducation psychosociale, parce que une partie importante de la prise en charge du TDAH est un aménagement du contexte, notamment scolaire, c'est-à-dire préconiser que l'enfant qui est TDAH ne soit pas à côté d'une fenêtre. Il ne faut pas le mettre à côté d'une fenêtre, il faut le mettre devant. Il ne faut pas qu'il soit avec ses meilleurs copains, il faut qu'il soit avec quelqu'un de calme et qui ne va pas le distraire. Il ne faut pas qu'il ait 15 stylos et 15 objets sur son bureau. Donc il y a cet aménagement-là. Au niveau professionnel également, il peut y avoir des aménagements qui peuvent être faits. Alors après, tout dépend si c'est possible de le faire dans le contexte professionnel. C'est-à-dire que si l'employeur n'est pas à même de proposer un aménagement, ce n'est pas forcément la peine d'être stigmatisé par son employeur. Mais si l'employeur peut entendre que un open space, ce n'est pas une bonne idée, que diminuer les facteurs de distractibilité, c'est quelque chose également d'important. De dire également, dans le cadre scolaire, de dire à un enfant, s'il a besoin de sortir un petit peu plus souvent, toutes les 15 minutes pour aller faire un petit tour, ça aussi c'est quelque chose de positif. Ou une activité
physique, c'est-à-dire que s'il y a des copies à distribuer, lui dire tiens, Jean, distribue les copies, ça lui permettra d'avoir une activité physique, ce genre de choses. Et puis également, au niveau du domicile, il y a un concept qui est extrêmement important, qui est le concept de décollage et d'atterrissage. C'est-à-dire qu'un adulte sort de sa voiture, a un papier dont il n'aura aucun duplicata, ses clés et son téléphone. Il fait 50 mètres, il arrive dans son salon. Où est mon papier ? Voilà. Donc la personne TDAH, ça fait partie du coping, la personne TDAH doit trouver des routines pour dire voilà, quand j'arrive, je pose dans ma zone d'atterrissage tous mes papiers. Alors éventuellement aussi la zone de décollage, bon voilà ce que je prends. Donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement utiles également pour les personnes. Et pour répondre à la question, pour le coup, oui, le méthylphénidate est indiqué chez l'adulte. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, par contre, on n'a pas toutes les spécialités qui sont remboursées par la sécurité sociale. Aujourd'hui, on peut prescrire la Ritaline LP, la forme Ritaline LP, et le Concerta depuis quelques mois maintenant. Ah, je vais passer la main au professeur Sauvaget. Juste pour préciser, parce qu'un médicament peut avoir l'autorisation de mise sur le marché, donc c'est écrit sur la fiche indication chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte. Donc la Ritaline a l'autorisation de mise sur le marché et de plus est remboursée depuis 1 an et demi à peu près, un petit peu plus. Le Concerta, lorsqu'il est prescrit chez l'adolescent de moins de 18 ans qui va continuer à le prendre, va continuer à être remboursé. Donc c'est d'où l'intérêt des fois d'initier ce traitement avant l'âge de 18 ans pour pouvoir continuer à être remboursé. Le Concerta, depuis, alors je ne sais plus, mais c'est encore récent, a aussi l'autorisation de mise sur le marché, donc c'est écrit sur le papier qui a l'indication, mais n'est pas encore remboursé. Donc le laboratoire qui le fabrique a fait les demandes, c'est en cours pour avoir droit à un remboursement. Donc ça va sans doute venir, et puis comme c'était dit aussi ce matin, pour le Medikinet, comme Christine Gétin le précisait. Merci beaucoup. Et autre précision, on peut aussi avoir des psychiatres aventuriers qui prescrivent hors AMM. Voilà, hors autorisation de mise sur le marché. Ça m'arrive quotidiennement pour aider les patients. Voilà. Bonjour, j'avais une question. Je suis infirmière aux urgences psychiatriques, enfin aux urgences générales avec une étiquette de psychiatrie et d'addicto. Et en fait, souvent on reçoit des patients qui pourraient laisser penser, maintenant que j'ai fait la journée ici, à un TDAH. Est-ce qu'on pourrait avoir un questionnaire ou avoir des questions types qu'on pourrait poser durant l'entretien aux urgences? Le meilleur, alors dans le cadre de l'addictologie, en tout cas déjà on a la DSM-5. L'auto-questionnaire ASRS. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Alors sa version anglaise est validée, mais pas la traduction française. Mais j'ai pris le même document que vous aviez affiché. Après, il y a les critères. DSM-5. C'est-à-dire que très souvent, en fait, à partir du moment où un clinicien ou un professionnel se pose la question du TDAH, c'est déjà 90% du travail de fait, parce que c'est la première réflexion. Et souvent d'expérience, quand un patient qui a un TDAH et qui se traîne un bagage qui est extrêmement lourd sur un plan psychologique, lorsqu'on évoque avec lui les critères du DSM-5, bon, en général, il va épuiser Google et Internet et chercher tous les critères. Et en général, les personnes TDAH sont capables de donner 300% de leur énergie sur les choses qui les intéressent. Et j'avais une dernière question. Comment arriver, par exemple, à limiter le départ en fait, des consommations de toxiques? C'est-à-dire qu'il va arriver dans l'adolescence. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'on pourrait limiter l'arrivée dans l'utilisation de toxiques? Alors ça c'est justement le sens, de
de la présentation de l'itinéraire d'une personne qui a un TDAH, parce que plus le diagnostic sera réalisé tôt, plus tôt les actions correctives auront de l'efficacité. Selon certaines études, notamment, la prise en charge médicamenteuse par méthylphénidate diminue de façon significative les risques de consommation addictive ultérieure. Donc, le plus tôt est le mieux. Oui, et je compléterai aussi en disant que l'utilisation de produits chez le patient TDAH vient en réponse à quelque chose, vient en réponse à une difficulté. Je pense à l'utilisation de l'alcool, par exemple, le soir, avec un effet anxiolytique, un effet hypnotique. Le cannabis aussi a certaines propriétés vraiment un petit peu sédatives. On va pouvoir éviter l'insomnie d'endormissement, l'hyperactivité mentale, en fumant son petit joint et en prenant son whisky le soir. Donc en fait, si on prend en considération les symptômes du patient et qu'on le guide pour limiter l'intensité de ces symptômes-là, mécaniquement, statistiquement, on va réduire l'attrait du patient vers ce qu'il va trouver dans son entourage pour lui-même se traiter. Et ce qu'il trouve autour de lui, ce n'est pas du méthylphénidate. C'est du cannabis, c'est de l'alcool, c'est de la cocaïne, c'est des catinones de synthèse. C'est ça qu'il trouve. Ce n'est pas le méthylphénidate, parce que le méthylphénidate, pour s'en procurer, c'est compliqué. Il faut passer par tout un circuit. Mais en plus, on parlait, et c'est important de le dire, de l'association et du continuum qu'il peut y avoir. Alors bon, je regarde aussi le professeur Sauvaget, donc bon, mais l'association fréquente qu'il peut y avoir avec le TSA, avec les troubles du spectre autistique, une personne qui a des troubles du spectre autistique, pour elle, les relations avec les autres, c'est fatigant. C'est-à-dire qu'une personne qui a un TDAH, si elle a le choix entre rester avec un bouquin ou son jeu vidéo ou faire la fête avec 20 personnes, c'est clair, elle préfère rester tranquille plutôt que de voir du monde. C'est fatigant pour une personne qui a un TSA de voir du monde. Donc, professionnellement, le fait d'être tout le temps en contact avec les personnes, c'est quelque chose de fatigant, de stressant, parce qu'il faut essayer de comprendre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Et quand ils arrivent le soir au travail, par exemple un chef d'entreprise qui s'est donné beaucoup d'énergie et qui a eu à supporter, alors je vais le dire de façon provocatrice, mais qui a eu à fréquenter des humanoïdes pendant des heures, il arrive, il est fatigué, et oui, il a besoin de boire un verre de whisky pour s'apaiser et ou consommer du cannabis. Et progressivement, il se rend compte que ça fait 20 ans qu'il a hâte de rentrer chez lui pour boire un verre ou deux de whisky. Et qu'en pratique, ça se passe comme ça. Et ce sera donc la dernière question pour aujourd'hui. C'était pour juste ajouter une chose. On a souvent des retours à propos de l'impulsivité du TDAH de jeunes qui se font exclure des établissements scolaires, alors qu'en fait, ce sont eux les harcelés. Ils se font harceler, ils se font prendre comme souffre-douleur des autres parce qu'ils ont un comportement atypique. Mais comme ils n'ont pas la capacité à inhiber leurs réactions, eh bien, ils ont les réactions impulsives d'aller taper sur celui qui l'embête. Et finalement, ce sont eux qui se font exclure des établissements parce qu'on leur dit c'est toi le problème, c'est toi qui es agressif avec les autres. Donc ça, c'est une réalité qui est extrême et qu'on voit très régulièrement au niveau de l'association. J'avais une question qui était sur le traitement. Est-ce que vous avez un calendrier pour le Quasim ? Pour le remboursement chez l'adulte? Non, pas de calendrier. Non, là je me tourne vers Jean Marchand. C'est une question qui vient de la vidéo. Non, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui il faut être un peu aventurier pour pouvoir proposer toutes les options aux patients. Donc ce qui pose problème aussi aux médecins, puisque si jamais il y a un problème, on n'est pas couvert. Donc on dira c'est Mister l'aventurier là qui a fait une erreur et donc qui va payer plein pot. Donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours un décalage entre nous, ce qu'on observe dans l'expérience avec les patients, dans la tolérance de certains traitements, et puis l'autorisation des hautes instances qui viennent nous estampiller « Ok, c'est bon, on peut y aller ».
Alors, si le traitement a été prescrit enfant, je pense au Concerta aujourd'hui, on peut continuer à l'âge adulte. Pour le Quasim, je ne suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Hein. Pour Medikinet et Quasim, ce n'est pas le cas. Par contre, pour Ritaline LP et Concerta, c'est le cas. Par contre, voilà, on est un petit peu embêté puisque ce sont les deux formes de méthylphénidate avec la plus grande proportion de libération progressive, avec les problématiques de tolérance que ça peut engendrer. Voilà, je sais par expérience personnelle que sur le panel de patients que j'ai pu rencontrer, ils tolèrent beaucoup plus le Medikinet, qui n'est pas remboursé, que la Ritaline LP, qui est remboursée. Voilà. Donc parfois, certains patients choisissent aussi de payer de leur poche pour avoir un traitement qu'ils tolèrent mieux. Mais voilà, c'est en négociation avec le médecin aussi. Alors, les différences sont des proportions en fait de formes à libération immédiate et à libération prolongée. Parce qu'il existe la Ritaline LI, libération immédiate, qui est tout de suite absorbée et tout de suite métabolisée. Et des libérations prolongées, LP, qui vont se libérer très progressivement dans le tube digestif et donc avoir une action plus prolongée au cours de la journée. Et ça reste la même molécule. Alors malheureusement, on a par rapport, donc là je salue nos amis suisses, québécois et les anglo-saxons, c'est que nous avons un véritable retard au niveau de la pharmacopée disponible, où ils disposent de la possibilité de jongler sur les pourcentages de libération immédiate et prolongée pour obtenir la couverture optimale du traitement TDAH. C'est un luxe que nous n'avons pas encore en France et je souhaiterais remercier Madame Jetin qui depuis 20 ans fait un travail immense et justement dans ce domaine-là. Alors Monsieur Forcioli, je vous propose de conclure cette journée. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu assister à vos échanges de toute la journée parce que j'avais aussi un programme chargé pour ce lundi. Pour autant, je constate votre présence jusqu'au bout, donc ça atteste très vraisemblablement de l'intérêt que vous avez trouvé dans cette journée, dans les échanges que vous avez pu avoir avec les différents intervenants. Je tiens à remercier les différents intervenants tout au cours de cette journée dans ce programme extrêmement riche. Bon, donc merci. Alors cette journée, en fait, quelque part aussi, elle inaugure le processus qui est en train de se faire au sein de mon établissement, donc l'établissement public de santé mentale de Vendée, dans la constitution d'une filière de diagnostic et de prise en charge des troubles du déficit TDAH, de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous avez compris qu'aussi les personnes qui sont là, avec Anne Sauvaget, Jean Marchand, David Braille, seront des porteurs aussi de cette nouvelle filière qui bien sûr est une filière ambulatoire parce que en tant que telle, je pense que vous avez dû expliquer ça, mais enfin il n'y a pas lieu d'hospitaliser pour un TDAH. Par contre, il y a beaucoup de bilans à réaliser par l'ensemble de professionnels. On en a déjà parlé ce matin. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement et qui va apporter un nouveau service à la population en Vendée pour sa santé mentale, pour sa prise en charge. Les pédopsychiatres aussi sont très engagés dans ce domaine, mais là, on veut étendre en fait la filière à l'enfant, l'adolescent, l'adulte, pour prendre en charge les différentes formes à tous les âges. Voilà, c'est ça que je tenais à vous dire ce soir, en vous remerciant encore de votre intérêt pour cette journée, de votre présence, et puis de la participation de tous nos intervenants. Voilà. Et donc, bonne fin de journée, bonne semaine.